Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Première partie. Mon journal du coup d'État de 1991. Port-au-Prince, vendredi 7 décembre 1990. Comment les élections vont-elles se dérouler le 16 prochain? J'ai été pleine d'optimisme jusqu'à présent. Je suis bien anxieuse maintenant. Jamais je n'aurais imaginé qu'une bombe aurait été lancée dans la manifestation pacifique du mercredi 5, menée par les sympathisants au père Aristide. Je ne suis pas encore habituée à ce pays. Il est vrai que malgré mon court séjour à Pâques 1973, et j'en étais partie plus tôt que prévu tant l'atmosphère m'avait paru difficile, je n'ai connu ni la période du Valier, ni plus récemment l'attaque contre de paisibles citoyens qui voulaient voter à la ruelle Vaillant, ni l'attentat à Saint-Jean-Bosco contre le père Aristide. Mercredi 5 décembre, une bombe. Les gens qui ont osé ce geste, que vont-ils faire quand Aristide sera au pouvoir car il semble impossible que ce ne soit pas lui qui soit élu. Une des nombreuses histoires qui courent les rues le dit de façon humoristique. Marc Bazin, candidat à la présidence, soutenu par les Américains et une grande partie de la bourgeoisie haïtienne, parcourt les campagnes et partout déroule devant les paysans ou les citadins ébahis, la masse de réformes, d'aides, de bienfaits, de progrès qu'il va apporter si on les lit. Tous devant lui hochent de la tête, ravis de cette provende inhabituelle. À la fin du discours, il crie « Alors ? Pour qui allez-vous voter ?» Et la foule en chœur poutitide. On se moque aussi de l'accent pointu de Marc Bazin. Il parle créole comme ces messieurs de la ville. Il est haïtien mais beaucoup prétendent que c'est un technocrate qui ne connaît rien à la réalité de son pays. Cette bombe à fragmentation a éclaté dans la foule. J'avais vu les manifestants quelques heures auparavant, leurs branches de feuillage vert aux mains comme c'est ici la belle coutume dans les manifestations populaires. Les participants dansaient et criaient des slogans protitides. Dans un blackout de quelques secondes, c'est dire s'il y a eu des complicités. La bombe a explosé, les plus proches ont été atteints aux jambes, les plus lointains à la tête. Un des cas émouvant, une gamine de 14 ans qui a dû être amputée des 2 jambes et d'un bras. Désormais toute manifestation est interdite, les écoles haïtiennes ont fermé. Nous seuls du lycée allons continuer. Dimanche 16 décembre, jour des élections. Maya et moi, cloîtrés à écouter la radio. Les élections se sont passées partout dans un calme absolu. L'organisation cependant a été très critiquée, les bulletins et même les urnes, les tables, les isoloirs sont arrivés très tard dans des quartiers populaires. Les gens sont restés 7 à 8 heures à attendre jusqu'aux crayons et aux feuilles, mais la foule ne s'est pas découragée. Attendre ici en Haïti est quotidien, et pour une fois cette attente avait un sens. Litsa, la grecque envoyée par l'ONU, revenant des Gonaïves nous a raconté la pénurie des objets les plus élémentaires, et qu'il avait fallu aider les gens à tenir un crayon, même pour une croix, car pour arriver à faire voter une telle masse d'illettrés, il a été inventé en guise de bulletin de vote, une carte assez grande représentant les 11 aspirants à la République, avec pour chacun son portrait et son emblème, le coq pour Titide. Entre le portrait et l'emblème, un cercle blanc. Voter consistait à mettre une croix dans le cercle blanc correspondant à son favori. La consigne électorale pour les partisans de Jean-Bertrand Aristide, mettre une croix sous coq-là. La radio n'a cessé de répéter les consignes. Jeudi 10 janvier 1991, quel début d'année. À 23h le dimanche 6 janvier j'étais à mon bureau. J'ai entendu, venant me semblait-il du bas de la ville à ma gauche, c'est-à-dire vers l'ouest, plusieurs rafales de je ne sais quelle arme à feu. J'ai pensé, quel dommage si les partisans de Titide commencent les purges. Dommage s'ils sont comme les autres. Puis le téléphone s'est mis à sonner. Depuis que dans mon immeuble logent des observateurs de l'ONU qui ont suivi les élections et attendent de voir un peu comment ça se passe, le téléphone couvre 6 familles différentes. Les onusiens sont 3, la grecque Litsa, Josette, la française et Réassoul le bangladeshi. Le code entre nous est de prendre le combiné et de s'excuser si la communication n'est pas pour soi. Je me suis excusée jusqu'à 2h10 du matin. Je n'en pouvais plus. Que se passait-il cette nuit pour qu'on appelle tant mes propriétaires? Mais à 2h10, c'est la voix blanche de mon ami Monique C. Roger Lafontan vient de réussir un coup d'État contre la nouvelle démocratie. Vraiment toute nouvelle démocratie. Les élections ont eu lieu il y a 3 semaines et Titide prendra ses fonctions au palais le 7 février prochain. En écrivant ces mots, je ressens le même frisson, la même froideur dans le dos que j'ai eu alors. Lafontan, c'est le crime, le macoutisme implacable,
c'est la ruine de tout l'espoir de cette montée démocratique. Pour nous, Français, c'est même sûrement le rapatriement, car la France, en la personne de notre ambassadeur Jean-Raphaël Dufour et en celle de Daniel Mitterrand, a pris une très nette position en faveur de Titide. J'ai allumé la télé. Un homme parle sur fond de drapeau et de bibliothèque. Je ne reconnais pas alors, mais depuis je sais que c'est Roger Lafontan. Il lançait un appel patriotique de mise en garde contre le communisme international. Ce discours m'a étonné. Les communistes ont perdu les élections, et Titide, tout en disant qu'il n'a rien contre eux, et quoiqu'il participe de la théologie de la libération, n'en reste pas moins très inféodé au christianisme. Depuis, j'ai lu l'intégralité du discours de Roger Lafontan, ministre de L'. Intérieur de Duvalier père. Il a utilisé des propos qui ont fait la longévité de ce dictateur. Pour ce coup d'État, il faut donc conclure que ce baron du duvalierisme attendait son heure en Dominicanie. À 2h30, c'est au tour de Françoise G., la femme du proviseur, de m'appeler. Sa villa donne sur un quartier populaire. Hurlements de foule, ululements de lambis. C'est que le peuple s'est tout de suite mobilisé en comité de quartier et sonne le rappel. Barricades, pneus enflammés, barrage de pierre, il faut sauver Titide. Je suis allé réveiller mes voisins onusiens. Litsa était catastrophée. La tête dans les mains, elle ne cessait de répéter « Mon Dieu, mon Dieu ». Puis en termes objectifs, elle a déploré les efforts de l'ONU, réduits peut-être à néant à cause de la traîtrise de cette nuit. On est jeudi aujourd'hui, et ces 3 jours, on les a passés au téléphone, à écouter la radio, à regarder la télé quand on a eu de l'électricité. Alix, fidèle, malgré mes conseils de ne pas venir, s'est faufilé chaque matin pour nous voir. Les informations tenues par l'opposition à Titide, ce sont plus à nous raconter surtout les déchoucages et le supplice du père Lebrun, 2 manifestations qui passent pour être l'œuvre du petit peuple haïtien, et la télévision d'attarder longuement la caméra sur des corps calcinés, images perverses de journalistes qui veulent nous faire croire que le peuple haïtien se régale de ce supplice. Des gens m'ont dit qu'en général la victime est d'abord tuée, d'autres m'ont affirmé le contraire, quoique. Il en soit, c'est odieux et là aussi, Titide aura du mal à changer les mentalités. On ne peut pas approuver de tels actes, je ne sais qui les commet, mais en même temps je comprends la colère des gens dont on se moque impunément sans cesse. La nouvelle démocratie devra mettre en place une vraie justice. Monique C., pendant ces 3 jours, nous a téléphoné que de sa fenêtre elle a assisté à des scènes peu ordinaires. Elle habite beaucoup plus haut que moi, à Morne-Calvaire, au-delà de Pétionville. Ainsi elle a vu les feux s'allumer et la foule monter d'échouquer l'Annonciature, puis redescendre, charriant portes, réfrigérateurs, et même les objets les plus insolites, une mitre, du vin de messe. C'est que dès 10h ce lundi 7 janvier, un communiqué nous apprenait que Roger Lafontan était arrêté. Un rapide coup d'État, mais un coup d'État quand même et qui en dit long sur les mentalités des différentes classes sociales et de l'opposition, malgré le verdict des urnes, d'une certaine partie des Haïtiens à la nouvelle démocratie. Il paraît que tout serait venu cette fois-ci de Monseigneur Wolf Ligondé, évêque ou archevêque je ne sais pas de Port-au-Prince, il est s'apostrophe, et permis dans son homélie, le 31 décembre, en pleine cathédrale, des critiques politiques contre le tout jeune président. Sous prétexte qu'elle est apolitique, l'Église a pris pendant des siècles le parti des puissants, mais depuis des années, le courant de la théologie de la libération parti de l'Amérique du Sud reprendrait la défense des pauvres. C'est ce que les Haïtiens appellent l'Église, petites églises. Et ici, soudain, avec Ligondé qui calomniait Titide toujours prêtre mais déjà président démocratiquement élu, la preuve se faisait une fois de plus, ces 2 églises n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Et le peuple a visé la nonciature. Une nonciature c'est comme une ambassade du pape. Elle a été déchouquée et le nonce, un jeune blanc-bec débarqué depuis peu du Vatican mais qui a eu le tort de devenir un symbole, a été tout bonnement, non pas tué, non pas blessé, non. Déculotté. Rien de plus. Mais publiquement déculotté. Représentons-nous-le. C'est un nonce florentin sorti de son délicat palais, un homme très raffiné, faisant miroiter sa bague en des gestes onctueux, une caricature de nonce, vivant au milieu d'une belle collection d'art, mais retors en politique et se sentant à l'aise dans la chaotique Haïti. Déculotté.
Son secrétaire a eu moins de chance, c'est un Zaïrois, le pauvre lui il a payé un peu cher les symboles. Qu'a-t-il dit, qu'a-t-il fait? Les mauvaises langues le disaient sont mignons. Ce qui expliquerait peut-être le déculottage, les Haïtiens ayant souvent une sorte d'ironie tendre pour les machichi. En tout cas pour le secrétaire elle n'a pas fonctionné. Il a été blessé de plusieurs coups de machette et a dû être évacué. Nous avons repris les cours ce matin, jeudi. Beaucoup d'élèves n'étaient pas présents quoique notre chaîne d'information ait circulé. Le message part de l'ambassade, atteint les chefs d'îlot qui joignent les sous-chefs d'îlot. Monique C, par exemple, est sous-chef d'îlot. Elle doit appeler 7 personnes. Dans la nuit du 6 au 7, comme elle n'en pouvait plus, elle m'a confié 3 appels. Or, si tout va mal en Haïti, la téléco nous coûte très cher et marche remarquablement. Nous n'avons donc manqué que 3 jours de classe. Mercredi 16 à 1, de nouveau pas classe. Et cette fois-ci nous nous sommes alignés sur les écoles nationales. En revanche, l'école américaine travaille. La raison? Ils ont plus que nous de personnel de défense, et sur un coup de fil, des marines débarquent. L'ambassadeur aurait reçu des menaces pour le lycée. Les macoutes voulant sauver la Fontan prendraient des enfants en otage. Ce serait si nouveau dans les mœurs haïtiennes, que tout le monde en était au sans-coup. Donc, mesure de précaution, lycée fermé, mais ce ne sont pas des vacances. Lundi, longue réunion de mise en place. Car si moi je suis novice là-dedans, les vieux routiers se souviennent qu'en 1986, après le départ de Jean-Claude Duvalier, l'établissement est resté fermé 2 mois. Toute la scolarité a alors fonctionné par photocopie, on a donc fait lundi comme si ça devait durer. Mais puisqu'Aristide a été élu démocratiquement, et que ceux qui ont voté pour lui sont tous ces pauvres qui espèrent une amélioration à leur vie ainsi qu'une partie de la bourgeoisie, pourquoi ces néo-macoutes qui n'en finissent pas? Jeudi 7 février 1991. Haïti a donc, officiellement, et gagné de haute lutte, un nouveau président. Prestation de serment. Devant le palais, il y aurait plus d'ambiance, mais la télé donnera, je l'espère, une vue d'ensemble. Lumière 24 heures sur 24. Il a été dit officiellement que si le pays n'est pas aidé, à la fin février, il ne peut plus y avoir une minute d'électricité. Le Canada se proposerait pour cette aide. J'ai entendu, de gens qui le connaissent bien, que le président Aristide est très confiant dans cette offre généreuse et Q'. Il est sûr que le pays sera électrifié dans 3 jours, ce qui techniquement est fort possible. Je me suis donc régalé toute la journée, comme des millions d'Haïtiens. J'ai apprécié l'humour et l'intelligence d'Aristide, ses dons de conteur, sa psychologie. Tout doucement, tout calmement, il a prononcé un discours officiel comme il n'en a jamais été entendu auparavant en haïtien et en français, utilisant les formules du créole, le goût pour les contes et les devinettes. Pendant sa campagne, il a créé des mots qui ont un impact extraordinaire, l'avala, le plus usité actuellement, ou encore Charlemagne pératement, adverbe grandiose à partir de Charlemagne Péralte, un des héros de L'. Opposition aux Américains arrivés en 1915. Une paysanne lui a passé le cordon consacré, et ce sont des enfants de son orphelinat. La famille c'est la vie qui lui ont apporté le fauteuil présidentiel qu'ils ont confectionné eux-mêmes. Il n'y a pas longtemps, l'attentat contre cet orphelinat a provoqué la mort de plusieurs pensionnaires, brûlés vifs. À l'enterrement, notre ambassadeur était au premier rang à la droite d'Aristide. Et après, on reproche à cet Aristide de pleurer. À part tout cela, j'ai corrigé 11 paquets de copies. Vendredi 8 février 1991. Pour fêter Titide, tout Haïti en comité de quartier a nettoyé les rues et peint les murs de fresques. C'est extraordinaire. Les muraux sont émouvants ou beaux, souvent naïfs et délicieux. C'est vraiment un peuple de peintres qui s'est exprimé, j'ai l'intention de tout photographier. Dimanche 24 février 91. Alix, et je l'encourage dans ce sens, veut profiter de ma présence pour s'acheter un petit bout de terrain. Elle avait vu quelque chose en vente à $1 600, mais à peine croyable, la maison est en vente et non le terrain. Alors un beau jour, le propriétaire du terrain t'annonce que tu peux partir avec ta maison. Comme beaucoup de gens ne savent pas lire, ces choses-là sont écrites au dos des actes de vente mais ne sont pas dites. Pour ne pas tomber moi-même dans quelques entourloupettes, je me suis fait accompagner d'une collègue haïtienne, Nancy D, pour voir comment aider Alix. Cette collègue m'a tracé un portrait des plus durs des mentalités haïtiennes et de la société en général. Pendant qu'Alix et elle visitaient l'endroit, j'attendais dans la voiture car la présence d'un blanc ne ferait que monter les prix. Et il semble que si quelqu'un s'est laissé tromper,
a acheté la maison sans savoir qu'elle est considérée comme indépendante du terrain, eh bien, tant pis pour lui, nulle juridiction ne fera d'effort pour le défendre. Quel travail attend le président honnête qui se frottera à tout cela? Fin mars 91. Je vis ce pays différemment depuis l'élection, car tout va changer et j'y crois. Haïti a été sous une dictature jusqu'en 1986, et comme le disait Borges dans Argentina libre en 1946, les dictatures fomentent l'oppression, la servilité et la cruauté, mais le plus abominable est qu'elles fomentent l'idiotie. Cependant, un événement aujourd'hui m'a navré. Il y a une mère et son enfant, ou une dame et un petit qu'elle loue pour apitoyer davantage, la misère n'en est pas amoindrie. Invite forcément à vous solliciter puisque vous avez consenti à lui prouver qu'il existe. Rares sont donc les gens qui marchent dans ce pays, à part les pauvres. Mais malgré mon hypocrisie de ce jour, l'enfant m'a vu. Il me suivait des yeux, trop petit ou trop infirme, trop malade pour marcher vers moi. Ses yeux allaient de moi à la femme avec qui il était, comme pour l'avertir que je pâchais sans m'approcher. J'ai continué ma route. Avant-hier, la femme était seule et cette fois-ci je suis allé vers elle. Je lui ai parlé de l'enfant. J'ai compris qu'il était mort la veille. Je n'ai pas compris s'il est mort de maladie ou s'il est tombé sur la tête. Aussi peut-on imaginer comment j'ai reçu les propos de ma collègue certifiée de physique et française comme moi, et de mon âge. Je n'aurais jamais cru que dans mon milieu, on pût tenir des propos de ce genre. Elle clame mes évidences métaphysiques, avec des yeux exorbités et un sourire heureux. Pour elle, pas de hasard, tout est marqué de toute éternité, les enfants choisissent la famille où ils veulent naître. Quand je suis parvenue à l'interrompre, j'ai rétorqué que je ne suis pas croyante, que la métaphysique me paraît sans intérêt, que ce qui compte pour moi sont les questions sociales. Et elle a alors osé me répondre. Les gens que tu vois misérables et dont tu as pitié, est-ce que tu sais s'ils n'ont pas été dans une autre vie des rois tyranniques? Je me souviens de mon premier voyage en Haïti, avec une amie aux vacances de Pâques 1973. Nous devions y rester 2 semaines, nous en sommes partis le 3e jour. Quand je dis cela à des gens qui déplorent la fin de l'ère Duvalier, ils sont tout étonnés. Je me souviens d'un petit vendeur de glace avec sa charrette brinque-ballante sur laquelle il avait écrit « Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi ?» Je me souviens aussi de cet enfant des rues, une dizaine d'années qui me demandait de l'adopter. Et quand je lui avais montré combien sa mère serait triste qu'il soit loin d'elle. Mais non, ma mamie, elle m'a dit si un blanc veut t'adopter, pars avec lui, la vie ici trop dure. Oui, on peut maintenant espérer quelque chose. Lundi 30 septembre 91, tant de jours après. Quand j'ai ouvert à 7h moins le quart la porte de notre terrasse qui surplombe la baie et la ville, le ciel était tout noir de fumée, de gros nuages montaient à intervalles réguliers, la fumée caractéristique des pneus qu'on brûle. Il se passe quelque chose, j'appelle par téléphone mon proviseur, Monsieur Gernaud. Un coup d'État. Titite serait encerclé dans sa maison de Tabar. Comme je suis le prof qui habite le plus près du lycée, Gernaud me demande d'y faire un saut, il n'y aura pas classe, que j'arrête d'éventuels parents et surtout que j'apporte à manger aux gardiens de nuit. Mon voisin, Eric F., qui a beaucoup de relations avec des Haïtiens libéraux de la petite bourgeoisie, enseignants et élèves, pense que c'est grave, beaucoup plus grave que d'habitude. Mardi à 1h10, Titide est arrivé au Venezuela. Il partirait ensuite pour Paris. Le chef de la junte, Raoul Cedras, et j'ai son fils en classe, a juré de respecter la Constitution et a promis des élections libres. On croit rêver. Comment est-il possible de tenir de tels propos? Cedras, qui vient d'organiser le coup d'État, qui a donc violé la Constitution. Et qui ajoute au mot élection, déjà saugrenu, celui de libre.
Je ne comprends pas qu'on puisse mentir avant autant d'aplomb, d'outrecuidance. Et c'est tout bonnement dit officiellement aux informations. Heureusement, la France a décidé de suspendre toute aide à Haïti tant que les autorités légales n'auront pas repris leur place. La communauté internationale tient des propos identiques. D'après des observateurs américains, il n'y aurait pas 26 morts comme il s'est dit hier mais 130, et plus de 200 blessés. Ce matin, le bruit a couru que Titid revenait, qu'il arrivait à l'aéroport. La foule est sortie pour l'accueillir et a été mitraillée. À 16h sur RFI. Les forces armées d'Haïti ont repris le pouvoir, l'institution reste au service du peuple haïtien. Elles ne supporteront pas le supplice du collier, comme si c'était Titid qui l'avait inventé et appliqué cette perversion macoute. Déplore les incidents, SIC, qui ont causé des pertes humaines, demande à la population de rester calme pour arriver aux élections. Raoul Cedras impose le couvre-feu sur tout le territoire de 18h à 6h. La communauté internationale commence à réagir. La France condamne le coup d'État. Indignation contre tous ceux qui ont provoqué ces événements. Elle déclare la légitimité d'Aristide, suspend toute aide. L'OEA, Organisation des États américains, de même. Les USA demandent le rétablissement immédiat de la légitimité et aussi que tous les Haïtiens s'abstiennent d'actes de violence. J'écoute sans cesse les nouvelles et l'impression de cauchemar est pour moi comme rendue palpable par les bêlements incessants et désespérés d'une chèvre que mes propriétaires ont entravée sous mes fenêtres, sans ombre ni eau. Pourquoi autant de cruauté même là? Mardi toujours. Je devais retrouver une collègue à l'Olofsson, cet hôtel qui a servi de toile de fond à Graham Greene pour les comédiens. On a bien sûr annulé la rencontre. Je suis sidérée qu'au téléphone, au lieu de s'indigner comme moi de cette violation évidente du vote démocratique, cette collègue répète ce que la grande bourgeoisie redit à satiété en se gargarisant. Tu sais, Titid a fait beaucoup de fautes politiques, il n'a jamais vraiment interdit le père Lebrun, il n'a pas structuré la Vala, il a trop limogé de personnel de tous ordres. Mais si un président fait des fautes, il me semble qu'il y a des démarches légales et prévues dans les constitutions pour l'arrêter. La constitution haïtienne est un modèle du genre. Elle avait donc les moyens légaux et pacifiques de régulariser la situation si vraiment il le fallait. Comment cette femme peut-elle être déjà dupe de tous les mensonges qui se multiplient dans une presse ignoble? Elle prétend qu'il n'y a eu ni barricade ni pneus, ce qui signifiait pour elle, implicitement, que le peuple cessait de vouloir défendre Titid. Mais ce n'est pas vrai. Mon appartement est mieux placé que le sien pour observer Port-au-Prince et j'ai vu des fumées monter de toute la ville et du quartier de Delmas, des fumées longues, toutes parallèles. J'ai téléphoné à une collègue haïtienne pour qu'elle me parle de la constitution du pays. Elle a confirmé le peu que j'en savais. Elle a ajouté les renseignements qui suivent. La Constitution a paru le 29 mars 1987. L'article indique qu'U' Haïti est une république indivisible, souveraine, coopérative, libre, démocratique et sociale. Dans la section B, des attributions du président de la République, continue ma collègue, tu vas trouver la confirmation de l'illégalité du coup d'État. Article 149. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, le président de la Cour de cassation de la République ou à son défaut le vice-président de cette Cour ou à défaut de celui-ci, le juge le plus ancien et ainsi de suite par ordre D'. Ancienneté, est investi provisoirement de la fonction de président de la République par l'Assemblée nationale dûment convoquée par le Premier ministre. Dans le chapitre 5 de la Haute Cour de justice, article 185, le Sénat peut s'ériger en Haute Cour de justice. Les travaux de cette Cour sont dirigés par le président du Sénat assisté du président et du vice-président de la Cour de cassation comme vice-président et secrétaire, respectivement, sauf si des juges de la Cour de cassation ou des officiers du ministère public près cette Cour sont impliqués dans l'accusation, auquel cas, le président du Sénat se fera assister de 2 sénateurs dont l'un sera désigné par l'inculpé et les sénateurs susvisés n'ont pas voix délibérative. Article 186. La Chambre des députés à la majorité des 2/3 de ses membres prononce la mise en accusation. A. Du point de vue de la République pour crime de haute trahison ou tout autre crime commis dans l'exercice de ses fonctions. B. Du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d'État pour crimes de haute trahison et de malversation ou d'excès de pouvoir ou tous autres crimes ou délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. C.
des membres du Conseil électoral permanent et de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour fautes graves commises dans l'exercice de leurs fonctions. D. Des juges et des officiers du ministère public près la Cour de cassation pour forfaiture. E. Du protecteur du citoyen. Je ne suis vraiment pas à l'aise dans ce genre de matière. Ma collègue haïtienne, sentant au bout du fil ma lourdeur, m'incite à tenir bon et ajoute que l'article 189 stipule que la Haute Cour de justice ne siège qu'à la majorité des 2/3 de ses membres et que l'article 189A1 précise « Elle ne peut prononcer d'autre peine que la destitution, la déchéance et la privation du droit d'exercer toute fonction publique durant 5 ans au moins et 15 ans au plus. » Chacun est enfermé chez soi. Grâce au petit sentier qui me mène au lycée en évitant la route, voici que je suis la cantinière de José, le gardien du lycée Alexandre Dumas, coincé par le coup d'État. Hier je lui ai apporté 1 litre de lait, une casserole de riz, du café, une boîte de sucre, du sel, de la confiture, de l'ail, du pain, une boîte de thon. J'ai dû être aujourd'hui moins généreuse car on ne sait combien de temps durera la réclusion, nos réserves baissent et je ne suis pas seule avec Maya, le coup des apostrophes. État a surpris chez nous les 2 petites amories de Jacmel. Heureusement que nous avons plein de boîtes de cassoulet, que les candeliers nous ont offertes avant leur départ pour la France. Je passe chez les F. Eric pense que la CIA est derrière tout ça. Un copain haïtien lui a dit « C'est trop bien fait, c'est trop intelligent pour être l'œuvre d'haïtien. » 16h15 sur TF1. Si Titid se réfugie en France, il y retrouvera Baby Doc Duvalier qui vit tranquillement sur la Côte d'Azur avec tous les millions qu'il a emportés en partant. C'est pour cela qu'un Haïtien m'a dit un jour que la France est une poubelle, puisqu'elle l'a ramassée. Laurent Fabius déplore cette présence. Les diplomates américains devaient le garder puis personne n'en voulait, c'est comme cela qu'il est resté en France, mais ce n'est pas agréable. Aristide ne pourra pas s'offrir une vie aussi dorée. Duvalier paye 800 000 francs par an la location de sa maison et il a plusieurs appartements à Paris. Une collègue, mariée à un Haïtien, prétend que ce coup d'État a eu lieu car Titid voulait créer une milice. Aujourd'hui, à Port-au-Prince, sous prétexte que le président a fait des erreurs, on tue dans les rues le peuple et rien que le peuple, ce peuple par qui ce président a été élu. Mais comme par hasard il y a peu, le gouvernement d'Aristide a demandé que les ouvriers des usines soient augmentés. On est toujours mardi. Il me semble qu'il s'est passé bien plus de 48 heures depuis dimanche. 22h à Paris, 21h en temps universel, 17h ici. J'entends à RFI Haïti. Le président Aristide mis à l'écart par le coup d'État est déterminé à le faire échouer. Il appelle Cédras massacreur et homme assoiffé de pouvoir. La nuit est déjà là avec son couvre-feu, les magasins sont restés fermés, mais dans le bas de la ville ou sur Delmas, on tire toujours. Quel règlement de compte sanglant dans les bidonvilles. Comme les uns doivent se venger de l'espoir que les autres ont eu. Heureusement Jean-Bertrand Aristide ne se résigne pas. Il l'a dit à son arrivée à Caracas. Il a lancé un appel vibrant à la communauté internationale pour faire cesser la spirale haïtienne des coups d'État, pour instaurer le droit. Nous croyons, a-t-il ajouté, que nous allons sauver la patrie de cette folie. En espagnol, il a dit que le peuple veut la démocratie mais qu'il n'a pas d'armes. Ces militaires que je hais vont-ils réussir à obliger un peuple pacifique, démocrate et désarmé à vouloir des armes pour garder ses premiers acquis? Un climat de terreur est instauré, les tirs sont incessants, 3 ministres seraient arrêtés, Préval, Lassègue et Bouchardin. Sur Radio-Canada, Marjorie Villefranche. On ne sentait pas qu'une telle terreur pouvait se réinstaller, mais on sentait une tension. Il était possible que quelque chose se passe. Il y avait des veillées autour de la prison contre La Fontan. Les Haïtiens voyaient enfin le bout du tunnel. Jean-Bertrand Aristide était proche du peuple, c'était une grosse bouffée d'espérance. La journaliste qui l'interviewe lui demande. Le Parti communiste haïtien a dit que Jean-Bertrand Aristide s'est attiré tout cela par son intolérance. Et si tout allait bien, pourquoi l'armée s'est-elle mise du côté des putschistes? Justement, l'armée était plus surveillée. Il y avait moins de trafic de narcotiques, moins de contrebande. On parlait de réinstaller une justice donc, comme ça allait mieux, l'armée était mécontente. Cédras avait supervisé les élections, il était tête de camp de Duvalier, toute l'armée était impliquée avec Duvalier. Jean-Bertrand Aristide a essayé mais une armée aussi corrompue, la faire rentrer dans l'ordre. Il faut garder l'espoir qu'Aristide revienne, c'est là sa place.
Au 19 à 20 des infos télévisées françaises sur la 2, Paul Amar dit que l'ambassadeur de France a protégé la fuite de Jean-Bertrand Aristide, l'ambassadeur. Je me suis rendu dans sa villa, je l'ai ramené au palais, on a essuyé des tirs automatiques, personne n'a été blessé. La garde qui aurait dû lui être fidèle s'est conduite comme une volée de lapins en face de quelques hommes déterminés. Monique C. me confirme qu'en effet Dufour a une voiture blindée, et qu'il est spécialiste en sécurité. Malgré tous ces événements tragiques, j'ai quand même trouvé réflexion à rire en repensant à ce qu'a cancané dernièrement Madame L, que le proviseur est trop humaniste. Il a fait installer de l'eau chaude dans la chambre de ses domestiques, ce qui a fait sauter le Delco. J'ai dîné chez elle il n'y a pas longtemps. Elle trouvait n'importe quoi pour appeler son serviteur même une tisane. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.